Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Pendant la campagne pour la présidentielle 2017, l'ancien ministre de l'économie, Emmanuel Macron, se présentait comme un rempart au Front National. Président depuis 7 ans, réélu en 2022 face à Marine Le Pen, Emmanuel Macron a fait un choix risqué de dissoudre l'Assemblée le 9 juin, 1 heure après la défaite de son camp aux élections européennes. Aujourd'hui, le Rassemblement national est en passe d'avoir une majorité de députés à l'Assemblée le dimanche 7 juillet. Retour sur cet échec du chef de l'État avec Olivier Beaumont, journaliste au service politique du Parisien, en charge de l'exécutif. Olivier Beaumont, on a choisi de commencer ce podcast en 2017, au printemps 2017. L'ancien ministre de l'économie, Emmanuel Macron, est en campagne pour la présidentielle et il s'appuie sur des bénévoles, des milliers de militants aux quatre coins de la France qu'on appelle les marcheurs. Rappelez-nous ça. Oui, les marcheurs, c'est un mouvement un peu spontané qui s'est constitué quelques mois auparavant, au moment de la création d'En Marche par Emmanuel Macron au cours de l'été 2016. Ce mouvement a pour particularité d'être issu de la société civile. Ce sont des Français, plutôt un profil urbain, issu des grandes villes, qui vont autour de ce candidat faire du porte-à-porte, traîner sur les marchés et essayer de bâtir un projet. Vraiment, la particularité, c'est qu'ils viennent auprès de potentiels électeurs en leur posant des questions qui ont pour vocation à élaborer un futur programme au candidat Emmanuel Macron. Donc en résumé, pour Emmanuel Macron, au départ, il y a un aspect collaboratif, participatif à sa démarche politique. Complètement collaboratif, participatif, ce sont les mots, avec des gens qui sont vraiment issus de la société civile. C'est ça aussi le message qui est envoyé, c'est-à-dire qu'on veut changer d'époque et ça doit venir de la base du peuple. Le nouveau président de la République, Emmanuel Macron, avec 65,1%. Emmanuel Macron remporte l'élection présidentielle en mai 2017 face à Marine Le Pen. Depuis la campagne, il se présente comme un rempart au Front National. Son premier quinquennat sera marqué par plusieurs crises, notamment la crise des Gilets jaunes en 2018 et début 2019, le Covid ou encore la guerre en Ukraine qui commence en février 2022. Olivier Beaumont, le 20 avril 2022, Emmanuel Macron est réélu face à Marine Le Pen une nouvelle fois. Mais celle-ci fait un meilleur score que 5 ans plus tôt, près de 41,5% des voix. Et dans la foulée, aux élections législatives, le parti d'Emmanuel Macron, Renaissance, perd la majorité absolue. Oui, oubliez le raz-de-marée de 2017 qui avait permis au parti d'Emmanuel Macron d'arriver en force dans l'hémicycle avec plus de 350 députés. 5 ans plus tard, il en perd plus d'une centaine. Il n'y a plus que 250 élus Renaissance à l'Assemblée nationale. Et le Rassemblement national arrive en force dans l'hémicycle avec 89 députés autour de Marine Le Pen qui prend la présidence du groupe. Et l'autre événement majeur, c'est le bloc de gauche qui, aux faveurs d'alliances entre la France insoumise, les Verts et le Parti socialiste, créent la fameuse NUPES qui, elle, va faire entrer 150 députés dans l'hémicycle. Madame la Première ministre, chère Elisabeth. Emmanuel Macron nomme à Matignon une ancienne conseillère du socialiste Lionel Jospin, Elisabeth Borne. Elle conduit notamment une réforme impopulaire. L'âge légal de départ à la retraite passe de 62 ans à 64 ans en avril 2023. Olivier Beaumont, cette réforme aura entraîné une contestation importante avec beaucoup de manifestations dans la rue. Oui, car immédiatement le texte adopté, passage en force, il faut le rappeler, par l'utilisation du 49.3 par Elisabeth Borne, immédiatement dans la rue, place de la Concorde, en face de l'Assemblée nationale, à l'appel aussi d'élus de gauche. Des centaines, après même des milliers de Français vont se rassembler pour dénoncer l'adoption de ce texte, sans passer par le vote à l'Assemblée nationale et au Parlement en général. Et ce qui va suivre dans les jours d'après, ce sont effectivement des scènes de heurts, de chaos, d'affrontements entre des manifestants en colère et puis des forces de l'ordre, les pompiers aussi, les scènes de vitrines caillassées, de poubelles incendiées. Ça va durer pendant plusieurs jours. On a vraiment le sentiment à cet instant
là que la France est à feu et à sang. Toujours en 2023, la majorité présidentielle se divise au sujet de la loi sur l'immigration, un projet de loi qui est censé mieux contrôler l'immigration et dans le même temps favoriser l'intégration. Oui, un texte compliqué qui va être adopté au bout d'1 an de discussion, de tergiversation au sein de la majorité parce que 2 blocs s'opposent entre le bloc de droite et le bloc de gauche de la Macronie. Le bloc de gauche accusant l'autre de faire la course à l'échalote au Rassemblement national et de priver de droits, d'un certain nombre de droits en tout cas, des personnes en situation irrégulière ou même d'origine étrangère. Le texte est adopté dans la douleur et un chiffre à retenir sur cette réforme, c'est que sur les 86 articles, 35 seront retoqués par le Conseil constitutionnel. Pendant toute cette séquence, le gouvernement utilise à plusieurs reprises l'article 49.3 de la Constitution, article qui permet de faire passer un texte sans vote au Parlement. Olivier Beaumont, le lundi 8 janvier 2024, Emmanuel Macron décide de remercier Elisabeth Borne. Officiellement, il accepte sa démission. Pourquoi ce choix ? Parce que Emmanuel Macron considère qu'Elisabeth Borne est usée à la tête de Matignon. Il faut quand même rappeler qu'elle a fait passer 2 textes majeurs, mais dans la douleur, la réforme des retraites et le texte sur l'immigration. Donc il y a la volonté pour le chef de l'État de tourner une page, de donner un nouveau souffle. Et il décide de sacrifier Elisabeth Borne, qui, depuis son arrivée à Matignon, et c'est aussi lié à sa personnalité, n'est pas un personnage qui est très politique. C'est une techno, une technicienne, un animal à sang-froid. C'est comme ça qu'elle est souvent décrite. Et donc, à 6 mois des élections européennes, il y a la volonté, en tout cas, d'envoyer un message politique et il considère que Elisabeth Borne n'est pas, dans l'instant T, celle qui peut lui permettre de poursuivre l'action du gouvernement. Emmanuel Macron a plusieurs options pour remplacer Elisabeth Borne à Matignon, notamment Julien Denormandie, ex-ministre du Logement puis de l'Agriculture. Mais le président choisit son ministre de l'Éducation, Gabriel Attal, qui a 34 ans à ce moment-là. Pourquoi ce choix ? Parce que déjà, ce n'est pas du tout le même profil qu'Elisabeth Borne. Il a seulement 34 ans, c'est un pur produit du macronisme, c'est une personnalité très populaire. Il est en poste rue de Grenelle, au ministère de l'Éducation nationale, où il marque des points depuis déjà plusieurs mois, avec cette mesure marquante, dès le début de sa prise de fonction, avec l'interdiction du port de l'abaya dans les établissements scolaires. Et on est à quelques mois des élections européennes, et Emmanuel Macron a envie d'avoir cette figure pour aller porter le combat face au Rassemblement national. Et il est même décrit par les entourages du chef de l'État comme l'arme anti-Bardella. C'est-à-dire que Attal, c'est la réponse à Jordan Bardella. Ce sont 2 personnalités très ambitieuses aussi. Et donc, il pense que c'est celui qui va lui permettre de reprendre la main politiquement. Olivier Beaumont, à ce moment-là, donc on est en janvier 2024, Emmanuel Macron dirige le pays en écoutant les conseils de qui ? Qui est son premier cercle ? Le premier des premiers, c'est bien évidemment Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Élysée, qui est en poste depuis 2017. Et puis, il y a autour de lui un petit cercle de conseillers qui vont de Bruno Roger-Petit, sa plume, à ses conseillers en communication. Et puis, il y a autour de lui beaucoup de capteurs, en fait, des élus ou anciens élus. Richard Ferrand, qui n'est plus à l'Assemblée nationale, reste un des interlocuteurs réguliers du chef de l'État. Il y a l'ancien député Thierry Solaire, qui vient plutôt de la droite aussi, qui est très présent. Des ministres de poids qui sont régulièrement concertés, comme Gérald Darmanin, Sébastien Lecornu. Et puis, il y a le retour, en janvier 2024, de son ancienne plume, Jonathan Guémas, qui avait quitté l'Élysée au lendemain de la victoire en 2022 pour partir chez Publicis. Et Jonathan Guémas, dans ce moment plus politique, on va dire, à quelques mois des élections européennes, revient reprendre du service auprès du patron. À partir du 13 mai, la Nouvelle-Calédonie est secouée par un mouvement social ponctué de violence. Il y a 9 morts, dont 2 gendarmes. Le jeudi 23 mai, Emmanuel Macron est sur place et dans l'avion du retour vers la métropole, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, évoque avec lui l'hypothèse d'une dissolution de l'Assemblée nationale. Oui, Gérald Darmanin, c'est pas n'importe qui dans le dispositif gouvernemental. C'est un des ministres les plus politiques, un élu local de terrain qui rentre toutes les semaines dans sa ville de Tourcoing. Donc il entend aussi ce que lui disent ses électeurs et il sent que la vague du Rassemblement national va tout emporter lors de ce scrutin européen. Et lui dresse le constat que le président de la République n'a plus beaucoup de marge de manœuvre. On voit que depuis 2 ans, cette majorité absolue, arrive quand même à faire adopter des textes, mais à chaque fois dans la douleur, puisque Elisabeth Borne a très souvent utilisé l'usage du 49.3 pour faire passer des textes. Et donc lui, il pense qu'on est arrivé au bout d'un cycle et la seule solution
dissolution, pour lui, c'est effectivement la dissolution, c'est-à-dire d'envoyer un message fort qui permettrait au président de la République de reprendre un petit peu la main. Et Gérald Darmanin, quand il fait cette hypothèse auprès du président de la République, il l'a fait pour les prochaines semaines, voire plutôt pour la rentrée, voire en octobre, mais pas forcément tout de suite au lendemain du scrutin européen. Pour les européennes du 9 juin, c'est officiellement le chef du gouvernement Gabriel Attal qui est chargé de mener la campagne, mais Emmanuel Macron s'implique lui aussi. Dans un article du 3 juin dans Le Parisien, Olivier Beaumont, vous citez le président qui dit « Je suis obligé de tout faire ». Alors oui, ça c'est une phrase qu'on a régulièrement l'habitude d'entendre, et qui nous est souvent rapportée par les proches du chef de l'État, c'est-à-dire cette exaspération de se dire qu'il doit tout le temps tout faire, mais en même temps, c'est dans sa nature. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron, il peut passer 2 jours dans un sommet de chef d'État étranger, et puis le soir même sur son téléphone, avoir à gérer des questions d'investiture pour les circonscriptions. Donc il aime aussi cette petite tambouille politicienne, et puis c'est quelqu'un qui aime être tout le temps en vue en fait, et on le voit effectivement dans cette campagne, quasiment tous les jours, il va polluer, je reprends les termes de certaines personnes, y compris de son entourage, en faisant des apparitions, en tenant des propos. Le soir, il organise des réunions politiques à l'Élysée, en présence de cadres de la majorité, pour gérer des choses qui ne sont même pas de son ressort. Mais c'est aussi parce que lui, on a très envie de mettre les mains dans le cambouis, quoi. Olivier Beaumont, dans les semaines et les jours qui précèdent les européennes du 9 juin, l'Élysée semble minimiser l'importance du scrutin à venir pour la vie politique en France. Oui, parce que le résultat, il est attendu. Les sondages s'enchaînent et disent à chaque fois la même chose, c'est-à-dire qu'on s'attend à avoir un Rassemblement national très haut, potentiellement au-dessus des 30%. Et on voit très clairement qu'il n'y a aucune dynamique de campagne autour de la chef de file investie, Valérie Ayé. Pas de dynamique, d'autant plus que personne n'a voulu aller au combat. Il faut quand même rappeler que plusieurs figures de la majorité avaient été approchées, notamment Bruno Le Maire, et lui-même a refusé d'y aller. Donc c'est une élection dont on considère qu'elle est déjà perdue d'avance, et c'est un échec aussi symboliquement et politiquement, parce que l'Europe, c'est quand même l'ADN du macronisme. Et donc ce que vont faire effectivement Emmanuel Macron et son entourage, en tout cas pendant les semaines qui vont précéder, ce sera de minimiser les enjeux et tout de suite d'enjamber pour la suite. Emmanuel Macron fait même cette promesse, c'est-à-dire qu'il ne tirerait aucun enseignement national de ce scrutin européen. Le dimanche 9 juin à 20h, les résultats des européennes en France sont dévoilés. Large victoire pour la liste du RN emmenée par Jordan Bardella, plus de 31% des suffrages. Et c'est une lourde défaite pour le parti d'Emmanuel Macron, deuxième avec 2 fois moins de voix que le Rassemblement national. À 21h, le président, vêtu d'un costume sombre, prend la parole de l'Élysée. Après avoir procédé aux consultations prévues à l'article 12 de notre Constitution, j'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Emmanuel Macron convoque des élections législatives anticipées les dimanches 30 juin et 7 juillet. Olivier Beaumont, le président a prévenu plusieurs personnages très importants de l'appareil d'État. À peine quelques minutes avant de faire l'annonce, le Premier ministre lui-même, Gabriel Attal, est choqué de cette décision. Il est atterré. Estomaqué, il ne s'y attendait pas. Il dit au président ne le faites pas d'ailleurs, quitte à me sacrifier moi. Donc il propose de remettre sa démission, ce qu'Emmanuel Macron refuse. Et Gabriel Attal, il est d'autant plus agacé que quand Emmanuel Macron l'informe de cette décision, il le fait seulement quelques minutes avant d'autres cadres de la majorité qu'il convoque à 19h15 au Palais de l'Élysée. Cet épisode va vraiment créer une rupture entre les deux. Gabriel Attal a toujours dit qu'il devait tout à Emmanuel Macron, mais cette dissolution et cette incompréhension va créer un avant et un après dans la relation entre les deux hommes. Pour les députés macronistes, cette annonce est un choc. Olivier Beaumont, est-ce que vous pouvez nous citer une réaction qui vous a marqué particulièrement à ce moment-là ? Ah oui, moi le soir du scrutin européen, et quand le chef de l'État fait cette annonce, je suis à la Mutualité, où il y a la soirée électorale qui est organisée par la majorité présidentielle. Les gens dans la salle sont estomaqués, et il y a aussi quelques parlementaires, et l'un d'eux me dit « ils nous envoient à l'abattoir ». C'est-à-dire qu'eux savent très bien que 3 semaines plus tard, ils vont perdre un nombre conséquent de leurs troupes dans l'hémicycle, et que plus de la moitié seront probablement sacrifiés sur l'autel de la dissolution. Ces parlementaires, ces cadres du mouvement Renaissance à qui vous parlez, ils ne comprennent pas, j'imagine, cette décision.
Non, ils ne comprennent pas, surtout la brutalité, la façon dont c'est fait. Ils considèrent que Emmanuel Macron a réagi sous le coup de l'émotion. Certains disent, mais il est devenu complètement fou. Et surtout, il y a une erreur stratégique et politique, c'est-à-dire qu'un scrutin organisé 3 semaines après un autre confirme toujours la même tendance, en fait. Il y a toujours une dynamique qui est donnée. Donc, Emmanuel Macron, qui veut faire de cette dissolution une opération de clarification, tout le monde voit très vite que cette clarification risque de se faire, mais à ses dépens. Le jeudi 20 juin, l'ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron, issu de la droite, Édouard Philippe, a des mots très durs au sujet du président. C'est le président de la République qui a tué la majorité présidentielle. Il l'a dissous. C'est pas moi qui suis parti. C'est pas les... De son côté, le lendemain, le ministre de l'économie Bruno Le Maire fustige les conseillers qui ont plaidé pour une dissolution de l'Assemblée. Il parle de cloporte. Vous savez, les parquets des ministères sont pleins de cloportes. Il y a toujours eu des cloportes, partie de la vie politique française. Le mieux, c'est de ne pas les écouter et de rester à sa place, qu'on soit président de la République, Premier ministre, ministre, et prendre ses décisions en conscience. Olivier Beaumont, vous aviez déjà entendu ça, des alliés, des proches d'un président dire aussi clairement le fond de leur pensée au sujet du chef de l'État et de son entourage ? C'est pas nouveau. En tout cas, ces deux prises de parole de deux figures qui ne sont pas n'importe lesquelles, au sein de la majorité, Édouard Philippe et Bruno Le Maire, disent une chose, c'est qu'on a déjà anticipé la fin du macronisme. Emmanuel Macron est encore là pour 3 ans, mais cet affranchissement par ses propos à l'endroit du président de la République et aussi de son entourage en dit long sur la volonté d'émancipation de ces figures-là qui déjà préparent l'après-Macron, c'est-à-dire l'élection présidentielle de 2027. Officiellement, c'est Gabriel Attal qui est censé conduire la campagne du camp macroniste pour ces législatives anticipées, donc à peine 3 semaines de campagne, mais le président intervient souvent. Le lundi 24 juin, Emmanuel Macron répond au podcast d'un entrepreneur, Génération Do It Yourself, Génération Faites-le vous-même, et à plusieurs reprises, le président utilise l'expression de risque de guerre civile. Moi, je veux revenir là-dessus par rapport à ce que vous disiez. Si on va au bout de votre raisonnement, le pays explose ou c'est la guerre civile. Et c'est ça mon grand désaccord avec les deux extrêmes et ceux qui les suivent. Ça crée un émoi dans la classe politique, une incompréhension effectivement dans la majorité en disant mais pourquoi il sort cette formule ? Parce que évidemment, le RN, comme le Nouveau Front Populaire, va s'emparer de cette formule pour dénoncer le comportement irresponsable du chef de l'État. En fait, il renvoie l'argument contre lui parce que c'est une façon de diaboliser l'ennemi, mais ça ne fonctionne plus aujourd'hui. Beaucoup de Français veulent mettre un bulletin pour le Rassemblement national ou pour le Nouveau Front Populaire pour des raisons d'adhésion à une politique ou à une idéologie, et ça n'est plus un bloc de contestation. Et donc cette stratégie de la peur qui est faite par Emmanuel Macron, c'est une stratégie très dangereuse, très risquée, pour laquelle il va être très 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 critiqué en interne. Et c'est le Rassemblement national et ses alliés qui arrivent en tête à 30. On en arrive au premier tour des élections législatives, le 30 juin. Victoire sans appel du RN qui arrive en tête avec 33% des voix en comptant ses alliés, notamment Éric Ciotti. 39 députés RN sont élus dès le premier tour et des projections en sièges qui créditent le parti cofondé par Jean-Marie Le Pen en 1972 de 230 à 280 sièges selon Ipsos, partenaire du Parisien et de Radio France. La gauche est deuxième de ce scrutin. Et pour l'ancienne majorité présidentielle, c'est une déroute, Olivier Beaumont, environ 20%. C'est l'effacement du macronisme pur et simple. Et ça dit autre chose, finalement. Ce parti surpuissant qu'on a connu il y a 7 ans, n'était-il pas au fond un colosse au pied d'argile ? Le président réagit très vite par un communiqué transmis à l'agence France-Presse. Emmanuel Macron en appelle face au RN à un large rassemblement, clairement démocrate et républicain pour le second tour, fin de citation. Des propos jugés dans l'ensemble assez flous finalement. Olivier Beaumont, est-ce qu'on sait comment cette défaite est vécue dans l'entourage du chef de l'État ? C'est un peu étonnant quand on interroge les proches d'Emmanuel Macron parce qu'on ne sait pas s'il y a encore une part de déni, un peu de folie ou de méthode Coué. Mais je vais vous citer ce que m'a dit un des proches du président. Finalement, cette participation au record, 67% de participation, c'est plus de 20 points de plus qu'en 2022. Cette participation a validé la dissolution. Sauf que le résultat montre que ça se fait à leurs dépens et qu'aujourd'hui, ils sont en situation d'être en véritable minorité dans le futur hémicycle. Et donc, au fond, pour l'entourage du chef de l'État, c'est une manière de positiver et de voir le verre à moitié plein quand beaucoup d'autres le voient à moitié vide.
Vers 22h, le Premier ministre Gabriel Attal s'exprime de l'hôtel de Matignon et il est beaucoup plus clair qu'Emmanuel Macron. Pas une voix ne doit aller au Rassemblement national. Il appelle au désistement des candidats macronistes dont la présence risquerait de faire gagner le RN au second tour. Olivier Beaumont, ça prouve que Gabriel Attal se sent déjà libre vis-à-vis d'Emmanuel Macron ? Ah oui, c'est une forme d'affranchissement total parce que d'une part, il va plus loin qu'Emmanuel Macron et puis lui, il a une angoisse, c'est de faire une passation de pouvoir sur le perron de Matignon avec Jordan Bardella. Donc cette image-là, vous vous rendez compte pour sa carrière politique que ce que ça peut représenter pour la suite. Donc il fait tout pour empêcher ce scénario-là, quitte à encourager des désistements de son camp pour soutenir des candidats insoumis qui pourraient potentiellement battre des candidats RN au second tour de l'élection législative. Il se déplace énormément là depuis quelques jours pour aller les encourager sur le terrain. Il le dit, je veux en sauver le plus possible. Et finalement, de cette séquence et de ces décombres, lui considère qu'il peut peut-être en ressortir, et c'est assez paradoxal d'ailleurs, gagnant pour la suite. L'entourage du chef de l'État tient à se montrer optimiste. Dans l'un de vos papiers, vous citiez quelqu'un qui disait « Il y a encore un chemin possible avant le second tour ». Oui, ce chemin possible, c'est ce fantasme, j'ai envie de dire, d'une coalition. Alors, on voit bien d'ailleurs qu'il, là, dans les dernières heures avant le second tour, il ne prononce plus le mot formellement de coalition, mais en tout cas, une volonté de former une sorte de bloc central qui irait d'élus PS, écologistes, plutôt tempérés, modérés, jusqu'à des élus LR de centre-droit avec qui il pourrait composer un bloc qui potentiellement pourrait gouverner en l'absence d'une majorité absolue, puisque Jordan Bardella a d'ores et déjà dit que s'il n'avait pas de majorité absolue, il n'irait pas à Matignon. Et donc, ils anticipent ce scénario en disant qu'est-ce qu'on peut faire, avec qui on peut travailler si jamais on est dans ce cas de figure-là. Et donc, il faut arriver à s'associer avec des femmes et des hommes qui, politiquement, n'ont potentiellement rien à voir. Et à l'Élysée, on veut croire que si le RN n'arrive pas au pouvoir cette fois-ci, ce sera finalement jamais. Je peux même vous raconter une confidence que m'a glissée Emmanuel Macron il y a quelques jours. Il a eu l'occasion de discuter sur l'état du pays. Et étonnamment, lui fait un calcul tout à fait assumé qui est le suivant. Et c'est de dire que, en tout cas, il considère qu'avec un RN aussi fort aujourd'hui en France, s'il n'arrive pas à transformer l'essai le soir du second tour en ayant une majorité absolue, c'est-à-dire qu'il n'y arrivera jamais. Et donc, s'il n'y arrive pas, le RN est mort. Et là, je cite le président de la République. Et donc, sa théorie, c'est ça, en fait. C'est de se dire que les Français vont finalement peut-être se rendre compte que derrière ce fantasme, cette promesse, il y aura toujours l'impossibilité ou une incapacité, en tout cas, pour le RN de pouvoir prendre le pouvoir. Peut-être qu'il considère, en tout cas, que de cet épisode douloureux peut sortir quelque chose, effectivement, de positif, ou en tout cas qui va lui permettre de tuer le RN. C'est complètement hasardeux parce que là, c'est faire des projections sur le prochain scrutin donc de 2027, puisque, il faut le rappeler aussi, il y aura les élections municipales en 2026, mais derrière, seulement la présidentielle. C'est dans 3 ans, il va se passer plein de choses. Donc les projections, déjà, à 6 mois, on voit ce que ça donne, alors dans 3 ans... Olivier Beaumont, c'est une période incertaine qui s'ouvre. Le Rassemblement national semble en passe de décrocher une majorité, au moins relative à l'Assemblée, mais une grande partie de l'hémicycle sera hostile au RN. Le pays va probablement être difficilement gouvernable ? C'est vrai que c'est difficile de savoir aujourd'hui comment ça va pouvoir se passer, parce qu'il faut quand même rappeler que pour faire adopter une loi, faire passer un texte et faire adopter un budget, parce que le pays a besoin de faire adopter un budget en fin d'année, il faut une majorité de voix dans l'hémicycle. Si le RN n'a pas cette majorité, ça veut dire qu'ils vont devoir aller chercher des alliés, s'associer avec des députés. On sait qu'il y a déjà des discussions actuellement avec des élus des Républicains, puisque c'est que de ce côté-là qu'ils peuvent espérer avoir quelques renforts. Mais s'ils n'y arrivent pas, nous sommes dans la situation effectivement d'une France ingouvernable. Moi, je ne vois pas à ce stade comment c'est possible. On nous parle aussi de gouvernements un peu temporaires, composés de techniciens, auxquels personnellement j'ai aussi du mal à adhérer, parce que dans un moment si politique que celui qu'on vit actuellement, ce ne sont pas des techniciens qui vont arriver à gouverner la France.
Donc on peut être un peu dans un scénario un peu à la belge, sans gouvernement, pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois. C'est assez inédit, donc c'est difficile de se projeter. Mais en tout cas, il semble que potentiellement ce soit le chemin vers lequel on va. Est-ce qu'une démission d'Emmanuel Macron est à exclure ? Il a dit, lui, qu'il ne démissionnerait pas. C'est une vraie inquiétude. Effectivement, dès le lendemain du premier tour, il l'a dit dans une interview au Figaro qu'il ne démissionnerait pas. Mais autour de lui, on se dit aujourd'hui que tout est possible. Souvenons-nous qu'il avait aussi dit qu'il ne tirerait aucun enseignement national du scrutin européen. Ça ne l'a pas empêché le soir même d'annoncer la dissolution de l'Assemblée nationale. Quand on repose la question encore aujourd'hui à ses proches, ils disent mais non, mais il a le respect des institutions, il restera jusqu'en 2027. Mais vous savez, on a été tellement surpris depuis 7 ans que tout le monde se dit que tout est possible. Merci Olivier Beaumont. Pour suivre en temps réel l'actualité des législatives anticipées, rendez-vous sur leparisien.fr. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Cet épisode a été produit par Clara Garnier-Amouroux, Barbara Gouy, Camille Ruiz et Raphaël Pueyo. Réalisation, Julien Moncouquiol. N'oubliez pas les 2 autres podcasts du Parisien, Le Sacre jusqu'au JO de Paris 2024. Chaque mercredi, les confidences de médaillés d'or olympiques et paralympiques. Et puis Crime Story, chaque samedi, une grande affaire criminelle.